Moi, je voudrais aborder la notion de valeur en revenant sur la pensée de la féministe noire Hortense Spillers et sur ce qu'elle nomme le problème de la grammaire. Donc, ce problème traduit un dilemme auquel on fait toutes et tous face. Lorsque l'on naît, on atterrit dans une ou plusieurs grammaires qui sont déjà là. Le langage nous précède, la culture visuelle nous précède, tout comme les définitions légitimes de ce qu'est l'art, de ce qu'est un corps normal, de ce que devrait être le travail, de ce que devraient être les relations sociales. Donc chacun et chacune de nous baignons dans une ou plusieurs grammaires dont on n'a pas choisi les codes et les formes, des grammaires qui sont traversées par des rapports de domination de genre, de race, de classe. Et on ne peut pas exister en dehors de ces grammaires. Alors le problème de la grammaire, c'est un problème de valeur. Les grammaires capitalistes raciales ont encodé et continuent d'encoder les corps et les cultures, ainsi que les créations de la diaspora noire comme des éléments à disposition, à extraire, à commodifier, à labelliser en vue d'un profit qui ne reviendra pas directement à ces corps et à ces cultures noires. Donc à ce sujet, je voudrais raconter une histoire. Il y a 2 ans, je visitais ma famille haïtienne à Brooklyn et j'ai vu que le Guggenheim proposait une exposition sur Basquiat. L'exposition s'organisait autour de la peinture de Basquiat intitulée Defacement. Donc, c'est une œuvre qui s'engage contre les violences policières et qui puise dans les codes de la résistance noire. Et donc, j'ai convaincu ma famille d'y aller pour qu'on aille ensemble voir un des nôtres. Mais ce moment m'a fait réaliser à quel point les logiques d'extraction et de profit par la raréfaction qui sont à l'œuvre dans l'économie hégémonique de l'art contemporain mettaient en crise cette idée que Basquiat pouvait être un des nôtres. Payer des billets à un prix inabordable pour certains membres de ma famille haïtienne, se retrouver dans cet espace blanc, à faire la queue pour aller voir un artiste qui tirait une grande part de sa puissance créative d'une tradition de libération noire. Cette scène de ma famille et de moi-même, appelée à participer à une configuration exhibitive de captation et de raréfaction de Basquiat, ça m'a désorientée. Et ce genre de configuration dans l'art contemporain continue de me désorienter. J'ai envie de me réorienter vers des formes de production de valeur, de mise en valeur, de partage de ce qui fait valeur, qui soient différentes, tout en étant consciente que l'on ne peut pas vivre et travailler complètement en dehors des grammaires qui encodent notre monde actuel, les grammaires capitalistes. Donc, je suis à la recherche de brèches, de pratiques théoriques et artistiques qui désengendrent et réengendrent les effets mortifères et étouffants de notre syntaxe capitaliste raciale. Pour ma part, c'est en étudiant les pensées et les pratiques critiques noires diasporiques que je peux m'exposer à ces brèches et à leurs histoires. Mais la valeur alternative, elle ne réside pas dans la brèche. Il ne s'agit pas de romanticiser ces brèches, de les visibiliser ou de les exposer à tout va, sinon on retombe dans des logiques d'extraction, de captation et de raréfaction. Non, il s'agit de s'y exposer, soi-même, de se faire insuffler, inséminer, de changer en s'exposant à ces brèches, d'écouter, et ensuite de mettre en branle des pratiques qui sont informées par cette plongée dans les brèches des grammaires mortifères pour y rechercher le salutaire. S'exposer à la brèche me rappelle Marcel Mauss et son célèbre essai sur le don, que je viens de relire. Mauss y décrit des sociétés où le don est un mécanisme d'échange à la fois matériel et moral, qui unit la communauté dans un tissu de valeurs vivantes. Mauss cite ce proverbe de Nouvelle-Calédonie. Nos fêtes sont le mouvement d'une aiguille qui coud ensemble les parties de nos toits de roseaux, faisant de ceux-ci un seul toit, une seule parole. Dans ma pratique, je suis à la recherche de cette parole et de sa syntaxe tissée en permanence de nos obligations interdépendantes. C'est ce que Anne Carson nomme une situation d'endettement personnel. Une sorte de forme de vie morale construite autour de transactions qui nous obligent, avec et dans la bienveillance, et nous mettent en relation avec les autres sur des temps longs, avec profondeur, dans une logique diamétralement opposée à l'économie monétaire. Celle-ci, à travers les procédés d'abstraction et de commodification, mais aussi de la dette et ses mécanismes prédateurs, nous dérobe des valeurs vivantes et présentes, en capturant nos imaginaires, en nous isolant et en nous aliénant les uns une des autres. En pratique, ce que j'ai découvert, c'est que tout ce qui a réellement de la valeur est réalisé avec les autres. En outre, en travaillant quasi exclusivement en collaboration, j'ai rencontré la notion de crip time.
La valeur est un rapport qui dépend d'une compréhension validiste du temps. Les personnes vivant avec des difficultés, des maladies chroniques ou mentales, ou un handicap doivent opérer dans le monde dans un registre si différent. L'idée que nous ne sommes pas censés être interdépendants, les uns unes des autres, ne peut exister que dans un monde validiste. Face à un handicap, quel qu'il soit, nous avons désespérément besoin des autres, c'est une question de survie. Nous devons reconnaître l'interdépendance et si elle fait défaut, il faut construire l'interdépendance. La leçon à apprendre du Crip Time est celle-ci. Nous allons y parvenir dès et aussitôt que nous le pourrons. Et puis, il y a eu la pandémie. Une pandémie révèle d'autres facettes de la valeur, de l'interdépendance et de la transversalité. Elle révèle la nature de nos modes de création et de co-création. Nous avons besoin les uns unes des autres et plus encore, nous devenons humains à travers les autres. Autrement dit, nous sommes continuellement engagés dans un processus de création et de co-création. Aujourd'hui, alors que les pratiques dites radicales comme l'entraide, les luttes contre le racisme ou encore le travail coopératif sont au premier plan de l'imaginaire populaire, les manières dont nous nous co-créons habituellement sont mises à nu. La situation sanitaire a fait ainsi germer de nouvelles possibilités. Donc avec Gian Maria, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble, on se questionne sur ces notions de valeur vivante, valeur présente, interdépendance, sur ces notions de brèche, de creep time. Et on se demande comment sortir de ce qui est mortifère dans les grammaires existantes pour aller vers le salutaire. Donc on a adopté une notion qui permet de ramasser ces questions, cette réflexion, et il s'agit de la notion de engendrement/désengendrement, N/ungendering. C'est une notion qui est inspirée de la pensée de Hortense Spillers. Et c'est une notion qui nous oriente, qui constitue un horizon pour passer des questions vers la pratique. Donc, N/ungendering, c'est un horizon qui nous fait voir, sentir la valeur dans les processus et non pas dans les produits finis. Ce que nous voulons valoriser lorsque nous co-créons, co-pensons, co-travaillons, c'est les modalités de vie et de partage du sensible qui viennent perturber, qui viennent désengendrer et réengendrer les circuits racialisés, genrés et capitalistes de la valeur. La valeur émerge dans un circuit, pour nous, la valeur, elle émerge dans un circuit fragile, ouvert, dans un réarrangement de l'organisation, des pratiques, des gestes et du langage. Pour vous donner un exemple concret de ce que l'on veut dire avec désengendrement et réengendrement, prenons le désengendrement de la plateforme curatoriale que j'ai fondée il y a 5 ans et sa transformation en coopérative. How to Show Up est le nom de la coopérative que nous avons fondée en juillet dernier avec 7 autres membres du comité, dont Noémie fait partie. Dans un premier temps, nous avons imaginé la coopérative pour répondre aux conditions particulières des Pays-Bas. En ce sens, la structure coopérative et le soutien qu'elle apporte à ses membres est une traduction et une mise en relation nouvelle des conditions du travail artistique dans la ville d'Amsterdam, où la hausse continuelle du coût de la vie, la disparition des formes de soutien et une concurrence toxique et prégnante accompagnent l'instabilité, la précarité et l'incertitude généralisée. Cette situation est loin d'être l'apanage du paysage néerlandais. Notre modèle coopératif est fondé sur la conviction que le travail artistique n'est jamais rémunéré à sa juste valeur. Un ensemble de conditions de travail persiste dans le domaine des arts visuels et par extension de l'art contemporain. Et ce, allant des grandes institutions, des musées, des galeries commerciales aux initiatives indépendantes. Cet ensemble crée une concurrence malsaine et favorise la marchandisation de l'art et la sous-évaluation de la valeur du travail artistique. Ensemble, nous avons essayé d'imaginer un modèle qui priorise une plus grande profondeur dans les relations et une valorisation alternative et complémentaire du travail artistique. Pour ce faire, nous sommes partis des modèles de rémunération actuels basés sur le mode aristocratique de l'honoraire ou du fee. Et nous avons identifié des biais, comme par exemple la rémunération insuffisante de la phase de recherche, l'absence de prise en charge du travail reproductif ou encore la reconnaissance imparfaite des savoirs et technologies mobilisés. Nous avons ensuite proposé un modèle mis à jour qui prenne en compte la valeur réelle du travail, mais aussi sa valeur symbolique et imaginaire. Avec l'artiste Gil Leong, par exemple, nous explorons la notion de valeur produite coopérativement à travers la propriété conjointe d'un ready-made. Avec l'artiste Ima Abbasi Ocon, qui est aussi membre du comité, nous poussons la limite des dispositions légales néerlandaises en incluant des non-sujets de droit comme membres à part entière.
Plus généralement, nous offrons automatiquement et sans autre contrepartie l'adhésion à tout individu qui produit du travail artistique et donc de la valeur pour la coopérative. Pour autant, nous ne sommes pas naïfs et naïves et savons que cette approche est incomplète. Elle ne renouvelle pas entièrement les critères de valeur en vigueur dans l'art contemporain. Mais nous accueillons ces lacunes avec bienveillance. C'est ce que nous appelons la planned failure, l'échec planifié. L'échec planifié apparaît comme une contradiction dans les termes. Pour nous, il est un oxymore fructifiant, un processus de camouflage et de mascarade qui nous permet d'agir masqué, de renouveler les critères de valeur et les notions de succès quand nous le jugeons nécessaire. Avec l'échec planifié, c'est aussi l'idée de succès qui est remise en question. Par extension, l'expression succès durable se vide de son sens. Les termes succès et durable sont si communément pensés ensemble qu'on pourrait penser qu'ils sont synonymes d'ailleurs. Mais quel projet social entre en ligne de compte lorsqu'ils ne sont pas présentés comme synonymes et lorsque le succès ne dépend pas de schémas conventionnels de durée, de valeur? Et si l'on invite l'éphémère, politique, artistique et économique, doit-on se préparer à un deuil collectif continuel? Alors moi, j'ai rejoint cette coopérative avec joie. Je viens du milieu académique qui est très orienté sur l'excellence et la linéarité des trajets et des projets. Et en fait, cela me fait du bien que d'être avec d'autres dans un processus qui donne de la place à la fragilité et à l'échec. Gian Maria et moi-même, nous nous réjouissons de l'inconnu que cette coopérative nous ouvre et des opportunités de désengendrement, de réengendrement vers lesquelles elle fait signe.